Salut les mélomanes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un instrument, 10 morceaux, c'est un petit peu le concept de la vidéo. Et aujourd'hui, un top 10 spécial harpe. Et pour en parler, qui de mieux qu'une harpiste? J'ai le plaisir d'être avec Alexandra Lucianu pour en parler. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Donc bonjour Alexandra et merci d'avoir accepté donc mon invitation pour parler donc de ton instrument, la harpe. Alors du coup première question, la harpe qu'est-ce que c'est? Alors la harpe est un instrument à cordes qui est un des instruments les plus vieux du monde. On l'a retrouvée absolument partout et elle aurait été introduite en Europe par le commerce avec les Égyptiens, donc en Irlande. Elle est devenue l'emblème de l'Irlande, un symbole très fort. On la retrouve sur les logos de Ryanair et Guinness. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Elle a beaucoup évolué, le nombre de cordes a augmenté au fil des années et elle est devenue la harpe telle qu'on la connaît aujourd'hui plus ou moins à la fin du XVIIIe siècle. Donc on avait les prémices de la harpe de concert qui avait donc le nombre de cordes qu'on connaît, 47 cordes, le nombre maximum, et des pédales. Donc ça c'est la grande caractéristique de la harpe de concert, c'est qu'elle a des pédales pour modifier le son des cordes. Ça nous permet en fait d'avoir pas trop de cordes mais tous les sons possibles, parce que si on avait une harpe avec trop de cordes, ce serait vraiment impossible à jouer. Ouais. Donc, jouer, ouais. Et donc la harpe est un instrument avec lequel on peut faire beaucoup de choses très différentes. Elle peut être jouée en soliste, elle peut être jouée en musique de chambre avec d'autres instruments, en orchestre, au sein d'un orchestre, mais aussi en instrument soliste avec un orchestre, en accompagnement. Enfin voilà, on peut faire même de tous les styles. Ouais, puis du coup il y a à la fois le côté folklorique, du coup comme le répertoire irlandais qui est énorme pour l'harpe, et le répertoire classique forcément. Complètement, ouais. Donc on peut tout faire avec ça. On peut tout faire, vraiment. Et donc on parle du coup de la harpe. Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic de jouer de la harpe et d'en faire du coup ta carrière? C'est un peu mystérieux pour moi parce que en fait j'étais vraiment obsédée par la harpe quand j'étais toute petite. Je faisais un peu une fixette dessus, c'était ça ou rien d'autre. Et donc alors que j'en avais jamais vu en vrai, j'avais un vieux CD de Lily Leslie qui traînait à la maison. Mais mes parents sont pas musiciens, donc c'est un peu mystérieux parce que je sais pas trop pourquoi au final j'étais autant obsédée par cet instrument, même si les Aristochats ne sont pas pour rien, je te le cache pas. Oui, c'est vrai qu'il y avait de la harpe, ouais, c'est vrai. Sans doute un petit mélange de ce CD abandonné dans une étagère. Les Aristochats ont fait que j'avais vraiment envie de jouer de cet instrument. Et bizarrement, j'avais pas juste envie de jouer, c'était vraiment, je voulais être harpiste avant même de savoir en jouer. Donc, et c'est une idée qui est restée. Et, du coup, donc une idée très forte. Et voilà, de rencontre en rencontre, j'ai créé un peu mes projets. On y arrive, du coup en parlant de projet, parle-nous un petit peu ton actu. Donc tu as sorti donc, ton premier album solo. Donc oui, j'ai sorti mon album Matryoshka, donc qui est centré sur la musique romantique russe. Mes projets, c'est vraiment de le faire vivre. Donc de le jouer en concert. Très contente de l'accueil qu'il a reçu et à chaque fois, chaque concert est vraiment très fort. C'est toujours un plaisir de le jouer en live. Donc voilà, les projets, ça va être de le faire vivre un petit peu à travers la France. Marrant, comme on espère. Du coup aujourd'hui, avec Alexandra, on vous propose 10 morceaux pour faire ou parfaire votre connaissance du répertoire de la harpe. Prêt pour le top 10? Prête. C'est parti. Œuvre incontournable du répertoire, parce que déjà c'est Mozart, le concerto est magnifique, tout le monde l'aime, sauf Mozart d'ailleurs. Composé pendant son séjour à Paris en 1778, c'est sa première composition pour harpe, et sa dernière d'ailleurs. De passage à Paris, il donne des cours de composition à la fille d'un noble, le duc de Guine. Par contre, sa fille est très mauvaise en composition, mais est plutôt une bonne harpiste. Et son père, plutôt bon flûtiste de son côté, voulait un concerto pour qu'ils puissent jouer tous les deux, ensemble, dans les salons parisiens. Et il se la racontait un petit peu, hein. Sachant que Mozart déteste la flûte de base, et qu'il ne supportait pas super bien le fameux duc de Guine, la composition devait être un vrai calvaire. Mais ce qu'il y a de bien chez Momo, c'est que ça se ressent absolument pas dans son concerto, et qu'il nous offre déjà une des plus belles pages pour harpe du répertoire galant. Et je vous propose qu'on s'écoute un extrait du deuxième mouvement. Ouais, c'est connu, mais ça fait jamais de mal. Alors, s'il y a bien une pièce pour aimer Ravel, ça serait bien l'introduction et Allegro. D'ailleurs, tu me disais, Alexandra, que c'était une œuvre parfaite. C'est vrai que je la trouve parfaite. Enfin, moi, Ouais. je
trouve que Ravel, il a tellement bien compris comment la harpe marche, comment la faire sonner. Il va même loin dans son écriture pour faire des choses qui sont pas forcément vues ailleurs, donc je trouve cette œuvre vraiment incroyable. Je confirme. Tellement de belles couleurs, de jolis thèmes, une écriture virtuose, une simplicité à écouter et techniquement, chaque instrument a son rôle à jouer. Bon, bah je pense qu'on peut s'écouter un petit peu du morceau. Tu nous jouerais pas un petit extrait ? Avec plaisir. Et oui, qui dit Ravel dit forcément Debussy. Alors on parle souvent d'eux comme étant des frères ennemis, hein. Alors, c'est pas toujours le cas, mais l'histoire pour illustrer le mieux tout ça, c'est sans doute avec cette histoire de harpe. En effet, Ravel a écrit son introduction et Allegro pour harpe en 1905, alors que Debussy écrit ses danses sacrées et profanes pour harpe et quatuor à cordes en 1904. Pourquoi ? Pour se concurrencer. Ni plus ni moins. La raison derrière ça, c'est aussi une concurrence de deux maisons de fabrique d'instruments, Erard versus Pleyel. Pour mettre en valeur la nouvelle harpe à pédale à double action, Erard voulait répondre à la nouvelle harpe chromatique que Pleyel venait de lancer quelques mois auparavant. Alors imaginez si Ravel et Debussy avaient YouTube, ça partirait tout de suite en clash de rap, hein. Mais heureusement, on a le droit à leur composition. Et je vous propose qu'on s'écoute un extrait de la danse profane, qui est d'une légèreté, d'une grâce, d'un raffinement. Ouais, c'est sympa quoi, c'est sympa. Bon là, Alexandra, du coup, c'est un petit peu le tube hein, pour les harpistes, du coup, la source d'Asselmans. C'est sûr que c'est un des tubes. Genre le passage obligé pour tous les harpistes, quoi. Un petit peu. C'est vrai que moi, c'était un morceau qui me fascinait petite. Il faisait partie de ce fameux CD qui était sur une étagère à la maison, et en fait, j'étais éblouie de voir une harpe qui ressemblait autant à de l'eau, donc ça s'appelle La Source, et donc ça me fascinait assez. Alors le truc, c'est que le morceau est très connu, mais son compositeur ne l'est absolument pas. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Donc laissez-moi vous présenter un petit peu ce cher Asselmans en quelques secondes. Compositeur français d'origine belge, il est surtout connu pour ce morceau La Source, qui d'ailleurs est une étude de concert. Mais il était surtout et avant tout un excellent pédagogue. C'est un morceau d'étude caractéristique pour ses élèves. Professeur de harpe au Conservatoire de Paris pendant plus de 20 ans, il a su transmettre son amour pour l'instrument à de grands noms tels que Henriette Rognier, Marcel Tournier ou encore Lily Boulanger. Du coup, morceau absolument culte de la harpe. Je crois que c'est trop tentant. Tu pourrais nous faire un petit extrait aussi. Et donc après avoir parlé d'Asselmans, on va parler d'Henriette Rognier. Ce nom il représente quoi du coup pour toi ? Pour moi et pour toute l'artiste, en fait, c'est vraiment une figure emblématique de la harpe. Elle a écrit des pièces incroyables, elle a fait vraiment avancer, je pense, son instrument. En tout cas, c'est une des premières femmes harpistes à vraiment avoir eu une carrière à la hauteur de son talent, ce qui n'a pas forcément été le cas pour d'autres femmes dans l'histoire de la harpe. Malheureusement, ouais. Et donc oui, elle a écrit des pièces très jolies. Alors, dans une esthétique peut-être un peu désuète, je pense, pour son époque, parce que donc c'était début 20e. Donc c'est très romantique, très figuraliste, et en fait c'est vraiment génial, quoi. Et puis c'est très dur. C'est des pièces dures, ouais. Ouais, c'est virtuose, et puis il y a plein de choses dedans, et puis c'est toujours très dense, moi j'adore. Henriette Rognier est une compositrice et harpiste française de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle. Et son professeur était ni plus ni moins que Asselmans.
Élève brillante, elle est sortie diplômée de conservatoire avec de nombreux prix en harpe, en contrepoint, en fugue et en composition. Un bon petit package pour s'en sortir quoi. Elle a d'ailleurs été à son tour professeure au conservatoire de Paris et est devenue une immense pédagogue ayant formé de nombreux harpistes par la suite. En tout cas, Henriette Renier nous a aussi et surtout donné de magnifiques œuvres pour le répertoire, comme celle que j'ai choisie dans cette vidéo, à savoir Légende. Inspiré par le conte Elfe du poète Lecomte de Lille, on y voit une grande variété technique et surtout d'ambiances très différentes. Forcément inspiré par le fantastique et surnaturel, il y a vraiment de magnifiques passages. Assurément un autre de mes récents coups de cœur. Ah, Lucia. Ah ouais. Oui, non, enfin, ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est le solo de harpe du coup qui est présent dans l'opéra Lucia dei Mamma. Présent dès le premier acte, ce solo se situe juste avant l'air Regnava bel silenzio, nous offrant ce côté rêveur comme si le temps était suspendu. Alors c'est le début de l'histoire, hein. Jusqu'ici tout va bien, mais c'est après que les choses se gâtent. Hein. C'est donc au bord d'une belle fontaine que Lucia attend Eduardo, et que nous avons le droit à ce magnifique solo. Alors Alexandra, du coup, si je te dis conte fantastique d'André Caplet, donc là, ouais, on va attaquer un gros morceau, du coup, avec le conte C'est fantastique. sympa pour entrer. Ah, non mais je parlais du morceau. Enfin bref, du coup, on va parler maintenant du compositeur. Alors, compositeur tellement sous-coté, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, André Caplet, pour vous situer, c'est 1878-1925. Ouais, mort assez jeune à l'âge de 46 ans. C'est lui qui remporte le prix de Rome en 1901 devant un certain Maurice Ravel. Mais ça va, hein, Ravel avait pas trop la haine. En fait, ils sont devenus même plutôt de très bons amis en fait. Il sera aussi nommé chef d'orchestre de l'Opéra de Paris en pleine Première Guerre mondiale. Enfin, pas trop, hein, parce qu'il se fera gazer et ne pourra plus du tout exercer. Il se consacrera dès lors uniquement à la composition et à l'orchestration. C'est d'ailleurs lui qui fera une adaptation du fameux Clair de Lune de Debussy. Ce dernier d'ailleurs ne tarissait pas d'éloges sur lui. Ce Caplet est un artiste. Il sait trouver l'atmosphère sonore et, avec une jolie sensibilité, a le sens des proportions. Ce qui est beaucoup plus rare qu'on ne le croit à notre époque de musique bâclée. Et dire qu'il n'a pas connu Hans Zimmer. Et ce talent de Caplet se voit très fortement donc dans son Conte fantastique, une œuvre incroyable écrite pour harpe et quatuor à cordes, publiée en 1923 et directement inspirée par la nouvelle d'Edgar Allan Poe, Masque de la mort rouge. Très figuraliste avec la mort qui s'invite à un bal et qu'on entend faire les 12 coups de minuit, c'est une œuvre extrêmement dure à jouer et plutôt chelou à appréhender. Hein. Donc toi Alexandra, du coup tu me disais que c'était une œuvre qui te fascinait. C'est vrai qu'elle est complexe, elle est pas forcément facile d'accès même pour les musiciens avertis à la première écoute, mais quand on rentre un peu dedans, on se rend compte à quel point il allait très loin dans le figuralisme, dans la recherche des modes de jeu, dans son écriture, enfin c'est vraiment un monument de musique de chambre. Imaginez un dessin animé en même temps parce que c'est plein d'images, donc c'est vraiment génial quand même.
En tout cas, si vous aimez les compositions françaises du début du XXe siècle, dans l'esprit d'un Debussy, d'un Chausson ou d'un Ravel, vous allez tellement aimer. C'est sûr en fait. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Alors foncez écoutez ça avec en plus une magnifique version signée Lily Laskin, approved by Alexandra d'ailleurs. Hein. Et encore de la musique française pour ce 8e morceau. Alors il y a un truc avec la harpe en France, ou comment ça se passe? C'est vrai que ça a inspiré beaucoup de compositeurs qui ont fait des œuvres magnifiques. Elles sont pas forcément toutes beaucoup jouées, mais elles gagnent à être connues en tout cas. En tout cas, c'est le cas de Saint-Saëns, avec sa fantaisie pour violon et harpe. Et en tout cas, du coup, tu me disais que c'était une œuvre très bien écrite pour les harpistes, du coup, en l'occurrence. C'est vrai que c'est une œuvre en duo, donc avec le violoniste, mais pour une fois, la harpe se contente pas d'accompagner le violon, et au contraire, elle a vraiment sa place. C'est vraiment très bien écrit, parce que ça sonne très très bien sous les doigts. Et en fait, l'harpe est vraiment très bien mise en valeur. Et il y a un vrai dialogue entre les deux instruments. Enfin, c'est vraiment un pas de deux vraiment très agréable à jouer. C'est vraiment une pièce presque moderne. À la fin, il y a une espèce de passage qui est presque pop, tellement c'est... Ah ouais? Ouais. Putain, je découvre en même temps. Et oui. J'ai pas écouté jusqu'à la fin. Eh ben, il faut que tu écoutes. Vraiment, il y a un moment, tu sais, il y a un gimmick. Ah, l'escroc. En fait, il y a un motif qui est repris, donc que l'harpe joue, et qui est repris de manière obsédante jusqu'au bout. Et en fait, le violon au-dessus fait des trucs hyper rock et tout. Enfin, c'est trop bien. Putain, Ouais. trop bien. Avant-dernier morceau, et pareil, un autre de mes récents coups de cœur. La féerie de Marcel Tournier. À ne pas confondre avec Michel Tournier. Et encore un élève d'Asselmans. Voilà. Et encore un prof de harpe au Conservatoire de Paris. J'ai l'impression, en fait, c'est inévitable, quoi. Inévitable. Alors, que dire de son morceau Féerie? Composé justement pour son maître, le cher Asselmans, en 1912, ça exploite à merveille les arpèges féeriques de la harpe, justement. Du coup, dernier morceau du top 10 avec le coup de cœur d'Alexandra. C'est un petit peu ton petit chouchou parce que celui-là il se trouve dans ton album Matryoshka, il me semble. C'est vrai que je l'aime beaucoup, c'est un morceau que je joue depuis très longtemps, qui n'est pas en plus écrit pour harpe à la base.
Il est écrit donc pour piano, mais on a la chance de pouvoir piquer tout ce qu'on veut au pianiste, enfin tout ce qu'on veut plus ou moins. S'ils veulent bien. C'est ça. Non, parce que donc l'harpe et le piano ont exactement la même écriture, donc on lit les mêmes partitions, donc on peut transcrire des œuvres pour piano. Plus que le fait qu'elle mette l'harpe en valeur, je trouve que c'est la harpe qui met le morceau en valeur, parce qu'en fait il faut savoir que la harpe, on a une multiplicité de possibilités de timbres. Et dans ce morceau qui est fait donc d'une manière où il y a des plans sonores qui se superposent à un moment, les thèmes qui se mélangent, et en fait avec l'harpe on peut vraiment mettre en relief tout ça. Donc je le trouve très, très plaisant à jouer, très beau, parce que bon, c'est la musique russe, c'est voilà, qui reprend une mélodie de Mika, donc voilà, c'est mon chouchou. Du coup, tu parlais de ton côté transcription. Ça prend une part assez importante en fait finalement de ta carrière en soi. Ah, c'est vrai qu'en tout cas pour l'album Matryoshka, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de transcriptions parce que j'avais dans l'idée de base, c'était vraiment de choisir des morceaux que j'aime, qui me plaisent, sans me poser trop de questions, qu'est-ce qui est pour pas. Ouais. Donc j'ai vraiment choisi ce que j'aimais et il s'est avéré que certains étaient écrits pour piano, donc voilà, je me suis permise. Du coup, je me suis pas positionnée non plus en tant que défenseuse d'un répertoire ou d'un instrument, pour cet album en tout cas. Là, c'était vraiment de la musique avant toute chose. Je jouer des œuvres belles, des œuvres qui me plaisent, sans forcément vouloir défendre un répertoire particulier. Donc là, forcément, vu que c'est ton petit chouchou, oui. Tu vas jouer un petit extrait aussi. Oui. Pareil, on ne refuse rien. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, en tout cas pour ce qui concerne la partie 1. Je vous retrouve du coup très vite pour la deuxième partie, le Mélo Challenge. En gros, Alexandra m'a coaché et a essayé de m'apprendre un morceau de harpe. Vais-je réussir? Vais-je échouer? Vous le saurez très bientôt. Et pour ça, je vous encourage vivement, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir cette fameuse notification qui devrait vous plaire, je pense. J'espère. Quant à moi, je vous donne rendez-vous forcément très vite. À la prochaine les mélomanes, portez-vous bien. Ciao.